Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Sommet extraordinaire de la CEDEAO lundi prochain après des pourparlers à Bamako qui n'ont pas résolu la grave crise politique que traverse le Mali depuis juin. Pour les dirigeants du bloc régional, faire partir le président Ibrahim Boubacar Keïta alors qu'il a été démocratiquement élu demeure une ligne rouge. Au Soudan, un deuxième charnier de soldats exécutés découvert depuis la chute d'Omar el-Béchir. Fausse commune mise au jour par la commission chargée d'enquêter sur les meurtres commis durant le règne de l'autocrate soudanais actuellement jugé à Khartoum, alors qu'il est également sous le coup de 2 mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Washington appelle le monde libre à triompher de la nouvelle tyrannie chinoise, dixit Mike Pompeo, le patron de la diplomatie américaine, lors d'un discours qui entendait détailler la stratégie du président Donald Trump face à la Chine, après la fermeture du consulat chinois à Houston, décrit comme une plaque tournante de l'espionnage. La médiation ouest-africaine n'a rien donné au Mali hier. Les 5 chefs d'État du bloc régional de la CEDEAO, réunis à Bamako, ne sont pas parvenus à faire accepter à l'opposition malienne leur plan pour sortir le pays de la crise. Ils demeurent néanmoins optimistes et se retrouveront lundi prochain en sommet extraordinaire par visioconférence. Blanche Sanou pour les détails. Ils sont arrivés jeudi dans la capitale malienne Bamako pour appuyer les efforts de médiation de la CEDEAO. Le président nigérien Mahamadou Issoufou était accompagné des présidents Muhammadu Buhari du Nigeria, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana et Macky Sall du Sénégal. Malheureusement, leur intervention n'a pas réussi à sceller un accord. Rien n'a bougé pour le moment. On ne nous a rien dit que j'ai pu comprendre. Je voulais vraiment le dire très sincèrement. Je l'ai dit et je le redis, nous sommes un peuple debout, nous ne sommes pas un peuple soumis ou résigné. Et moi je le dis, je préfère mourir martyr que de mourir traître. Les jeunes gens qui ont perdu leur vie ne l'ont pas perdu pour rien. Dans une lettre ouverte adressée aux 5 présidents et diffusée jeudi soir, le mouvement du 5 juin Coalition hétéroclite qui mène la contestation accuse le président Ibrahim Boubacar Keïta de faillir à sa mission. L'Assemblée doit être dissoute et que le président de la République fasse un acte fort pour dire à M5, voilà ce que j'ai fait. Si vous faites une évaluation de la situation, jusque-là, le président n'a rien fait. Au climat d'exaspération nourri par l'instabilité sécuritaire et le marasme économique est venu s'ajouter l'invalidation par la Cour constitutionnelle des élections législatives de mars-avril. Le 10 juillet, une grande manifestation contre le pouvoir à l'appel du M5 a dégénéré en 3 jours de troubles meurtriers à Bamako. Le plan de la CEDEAO, soutenu par la communauté internationale, prévoit la nomination rapide d'une nouvelle Cour constitutionnelle ainsi que la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale. Le départ du président Ibeka est sans ambiguïté une ligne rouge pour la CEDEAO qui est régie par un protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Même si les chefs d'État de la CEDEAO ne sont pas parvenus à faire accepter à l'opposition malienne leur plan pour sortir le pays de la crise, ils restent néanmoins optimistes. Un sommet extraordinaire est prévu pour ce lundi 27 juillet par visioconférence. La situation demeure donc volatile au Mali après l'échec d'hier. Quelles sont maintenant les pistes de sortie de crise? C'est l'une des questions que Mohamedou Oumfa a posé à Jean-Hervé Jézéquel. Il est directeur de l'International Crisis Group pour le Sahel. Disons que la médiation de la CEDEAO n'a pas encore convaincu et elle est pour le moins assez lente.
Elle peine à avancer. Et cette lenteur, elle s'explique par le fait que les propositions de la CEDEAO apparaissent trop timides, trop conservatives aux yeux du principal mouvement qui rassemble les protestataires, ceux qui sont dans la rue, à savoir donc le M5, Rassemblement des forces patriotiques. L'opposition estime aussi que la CEDEAO agit un peu en club des présidents en exercice, présidents qui se méfient un peu de l'impact que pourrait avoir le mouvement de protestation malien sur leur propre scène domestique, alors qu'on aura d'importantes élections en deuxième moitié d'année dans des pays comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Ghana et enfin le Niger. Donc la CEDEAO a fixé notamment une ligne rouge au-delà de laquelle elle se refuse d'aller. Ça a été affirmé par la première médiation conduite par le président Goodluck Jonathan. Ça a été réaffirmé par la médiation de haut niveau qui était sous conduite du président Mahamadou Issoufou du Niger. Et cette ligne, c'est le président Ibeka, le président Ibrahim Boubacar Keïta, ne sera pas forcé de quitter son siège alors qu'il a été élu démocratiquement en août 2018. Sur ce point, c'est intéressant parce qu'il y a quelques semaines, le M5, en début du mois de juillet, le M5 avait paru un temps infléchir sa position et avait paru presque sembler dire qu'ils étaient prêts à accepter que le président Keïta reste à condition d'avoir des concessions substantielles. Mais il semble qu'à nouveau, ils exigent, et notamment depuis le 10 juillet, depuis les événements violents qui ont suivi les manifestations du 10 juillet, ils exigent à nouveau assez fortement la démission du président Keïta, considéré comme le principal responsable de l'état de dégradation du pays. Nouvelle découverte macabre au Soudan. Les corps de 28 officiers de l'armée qui avaient tenté un coup d'État en 1990 pour renverser l'ex-président Omar el-Béchir ont été trouvés dans une fosse commune à Omdurman, la ville jumelle de Khartoum. Il s'agit du deuxième charnier découvert depuis la chute de l'autocrate qui avait dirigé le pays d'une main de fer durant 30 ans. L'annonce intervient 2 jours après l'ajournement de son procès à Khartoum. Compte rendu d'Idi Diko. Alors que le procès de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir a été reporté au 11 août prochain par la Cour spéciale en charge du dossier, de nouveaux éléments accablants voient le jour. Le 21 juillet, les 191 avocats de la défense n'avaient pas tous pu assister à l'audience, faute de place. Nous mettons fin à cette audience du tribunal et nous ajournons le procès pour prendre de meilleures mesures et trouver une salle plus grande pouvant inclure tous les avocats. Dans un communiqué, le procureur a annoncé la découverte des corps de 28 officiers de l'armée soudanaise dans une fosse commune. C'est sur la base d'informations recueillies par une commission d'enquête mise en place par les services du procureur que la fosse commune a été trouvée. Le procureur a précisé qu'il aura fallu 3 semaines et la participation de 22 experts pour la localiser. La macabre trouvaille va donner davantage d'éléments à considérer aux 3 juges qui ont réaffirmé leur impartialité. Ce tribunal est prêt à recevoir toutes les demandes et toutes les objections. Cette cour se tiendra sur des bases neutres vis-à-vis de toutes les parties prenantes dans cette affaire. Il s'agit du deuxième charnier découvert depuis la chute d'Omar el-Béchir. À la mi-juin, une fosse commune renfermant les corps de dizaines de soldats exécutés en 1998 par le régime d'Omar el-Béchir alors qu'il tentait de déserter avait été mis au jour par la commission d'enquête. Après la chute du régime militaire de Béchir en août 2019 et la contestation populaire qui l'a suivi, le Soudan s'est doté d'un gouvernement civilo-militaire de transition chargé de diriger le pays durant 3 ans et faire la lumière sur les exactions et les massacres commis durant la dictature. En Tanzanie, décès de l'ancien président Benjamin Mkapa à l'âge de 81 ans. Il avait dirigé le pays entre 1995 et 2005. L'actuel chef de l'État, John Magufuli, indique qu'il est mort dans un hôpital de Dar es Salaam la nuit dernière, sans préciser la cause. John Magufuli a annoncé un deuil national de 7 jours à compter de ce vendredi, pendant lequel les drapeaux seront en berne. Qualifié d'infatigable artisan de la paix en Afrique de l'Est, Benjamin Mkapa était demeuré actif après ses 2 mandats présidentiels en participant à diverses médiations régionales.
La Banque africaine de développement accorde un total de 285 millions de dollars au Burkina Faso, au Mali, à la Mauritanie, au Niger et au Tchad pour les aider à lutter contre la pandémie de coronavirus. La BAD indique que cet appui va permettre à ces pays du G5 Sahel de mettre en œuvre leur plan de riposte à la pandémie de Covid-19 et de relance économique. Ailleurs, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé hier une nouvelle fermeture des écoles publiques pour une durée cette fois d'1 mois en raison de la pandémie. Le pays figure à la 5e place dans le monde pour le nombre de cas confirmés et abrite plus de la moitié de tous les cas en Afrique avec plus de 408 000 cas dont plus de 6 000 morts. Le président Ramaphosa ne mâche pas ses mots, la tempête du coronavirus est effectivement arrivé, dit-il. Alors que la maladie Covid-19 continue de faire des victimes dans le monde et en l'absence de traitements homologués, certains médecins ont recours à des traitements expérimentaux. En Irak, par exemple, dans la ville de Bassoura, pour traiter ces patients, un médecin administre des perfusions de sang comportant des anticorps de personnes guéries de la maladie. Mohamedou Oumfa. Le docteur Ali Salam Abdullah et son épouse, qui est aussi son assistante, cherchent tous les jours de nouveaux donateurs de sang. Des donateurs parmi les personnes convalescentes du Covid-19, car le sang est susceptible de contenir des anticorps efficaces contre le nouveau coronavirus. Depuis le mois d'avril, c'est à l'aide des perfusions de ce sang que le docteur Abdullah et son épouse traitent les cas graves de Covid-19 à l'hôpital universitaire de Bassoura. Mon expérience d'immunologue me permet d'affirmer que le plasma sanguin contient des anticorps, surtout si le patient a guéri récemment. Pour le moment, le docteur Abdullah confie qu'il a des difficultés à mobiliser les donateurs. Il n'en a eu que 27 depuis le début de sa collecte de sang, ce qui est largement insuffisant dans un pays qui compte environ 40 000 cas confirmés et près de 1500 morts de Covid-19. La demande est supérieure à l'offre, mais le nombre de guéris est élevé. Si la moitié des guéris nous donnent du sang, nous aurons de quoi traiter les patients à Bassoura jusqu'à la fin de l'année. Pour compenser le déficit de donateurs, le docteur Abdullah utilise une machine de prélèvement de plasma qui lui permet de booster le rendement par patient de 400 à 3000 millilitres. Une technique provisoire car il entend revenir au prélèvement normal quand il y aura plus de donateurs. D'après des études, le plasma de convalescent, partie liquide du sang qui concentre les anticorps après une maladie, s'est déjà avéré efficace contre certaines maladies infectieuses. Mais son utilisation contre le Covid-19 n'est pas une thérapie formellement approuvée. Néanmoins, certains médecins l'utilisent pour les patients ayant un système immunitaire déficient. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a annulé la convention républicaine qui devait avoir lieu en Floride le mois prochain à cause de la pandémie du coronavirus qui a franchi la barre symbolique des 4 millions de contaminations dans le pays. La convention était prévue à Jacksonville pour l'introniser comme candidat du Parti républicain à la présidentielle du 3 novembre prochain. Lors d'un point de presse à la Maison-Blanche hier, le président Trump a déclaré qu'il était de son devoir de protéger les Américains. Accusé d'avoir minimisé l'ampleur de la crise, le chef de l'exécutif américain a indiqué il y a quelques jours que la situation allait encore empirer. Il a prôné le port du masque, un geste patriotique d'après lui. En Amérique encore, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, appelle le monde libre à triompher de la nouvelle tyrannie incarnée, selon lui, par la Chine communiste. Le secrétaire d'État intervenait hier en Californie au lendemain de la fermeture du consulat chinois à Houston, décrit comme une plaque tournante de l'espionnage. Compte rendu d'Elizabeth Lee de Los Angeles, le récit est de Lionel Gaïma. À la bibliothèque Nixon, dans le sud de la Californie, le secrétaire d'État Mike Pompeo a exposé une ligne dure de l'administration Trump sur la Chine. Le vieux paradigme de l'engagement aveugle avec la Chine ne marchera tout simplement pas. Nous ne devons pas le poursuivre et nous ne devons pas y revenir. Le président Trump a dit très clairement que nous avons besoin d'une stratégie qui protège l'économie américaine et même notre mode de vie. Le monde libre doit triompher de cette nouvelle tyrannie.
Selon lui, l'ancienne façon de faire avec la Chine a entraîné une autocensure parmi les entreprises américaines et à Hollywood, alors que Pékin a continué avec la répression en Chine et à Hong Kong. D'après M. Pompeo, la Chine cherche la domination mondiale et est devenue de plus en plus autoritaire. Son discours intervient la même semaine que les États-Unis ont ordonné au consulat chinois à Houston de fermer dans les 72 heures, le qualifiant de plaque tournante de l'espionnage et du vol de propriété intellectuelle. C'est une calomnie totalement malveillante. Cela démolit le pont d'amitié entre les Chinois et les Américains. Pour M. Pompeo, la seule façon de vraiment changer la Chine communiste est d'agir non pas sur la base de ce que disent les dirigeants chinois, mais de leur comportement. Il cite le président Ronald Reagan qui, parlant de l'Union soviétique, disait qu'il faut se méfier mais vérifier. Mais pour ce qui concerne le Parti communiste chinois, Pompeo dit qu'il faudrait se méfier et vérifier. Une telle position n'est pas surprenante selon certains experts. Il y a une tendance à long terme qui se poursuit depuis le président George W. Bush Jr. d'un durcissement graduel de la position américaine à l'égard de la Chine. Je pense qu'en fin de compte, cela découle du fait que l'écart se rétrécit, qu'il y a une véritable concurrence. Pompeo demande aux autres pays de tenir la Chine responsable, mais ce n'est peut-être pas aussi simple car de nombreux pays dépendent beaucoup du commerce avec la Chine. Également dans l'actualité, l'ONG WWF a attiré l'attention ce vendredi sur l'agonie en Méditerranée d'une baleine amputée de sa queue, symbole, dit-elle, de l'impact des activités humaines sur les cétacés. Cette baleine, baptisée Flucker, est connue depuis des années par les experts du sanctuaire marin Pélagos, zone protégée créée entre l'Italie, la France et Monaco. Mais depuis moins d'un an, la baleine a perdu le reste de sa queue, probablement après une collision avec un navire ou un enchevêtrement dans un filet d'après le sanctuaire Pélagos. Le cétacé a été filmé par une équipe du WWF à bord de son bateau Blue Panda. La baleine est dans un état de maigreur terrible. On sentait qu'elle avait du mal à se déplacer, a indiqué Arnaud Goffier, directeur des programmes de l'ONG WWF. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, un journal télévisé de VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. Nous revenons dans quelques petits instants. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. C'est vendredi et c'est évidemment l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntu qui démarre ce soir avec Kim Kardashian qui évoque la bipolarité du chanteur Kanye West, son époux. Oui, Jacques, les propos et le comportement récent de West ont inquiété au point où Kim Kardashian, sa femme, demande compassion et empathie. Candidat déclaré à la Maison-Blanche, Kanye West a tenu dimanche des propos décousus et parfois incohérents lors de ce qui était présenté comme sa première réunion de campagne à Charleston, en Caroline du Sud. Il a ensuite posté lundi une série de messages énigmatiques sur son compte Twitter, laissant entendre que sa femme cherchait à le faire interner en psychiatrie. Mardi, il a écrit un nouveau message avant de l'effacer, affirmant qu'il cherchait à divorcer et reprochant sa femme, à Kim Kardashian West, d'avoir eu une liaison avec un autre rappeur.
McMill, signalons-le ici. Ce que l'intéressé a complètement démenti. Ce n'est pas la première fois, signalons-le aussi, que Kim Kardashian-West évoque les troubles bipolaires de son mari. Autre chose, parlons de la chanteuse américaine Taylor Swift qui a annoncé jeudi, la sortie surprise d'un nouvel album à minuit, le même jour intitulé Folklore, son 8e opus studio. Signalons aussi que l'album comprendra 16 titres, l'édition physique de luxe enrichie du disque en comptant un de plus de l'ex, a révélé l'artiste sur son compte Instagram. Oui, parce que moi je suis toujours tous ces artistes sur Instagram. Si vous voulez avoir plus d'infos, il faut suivre ces artistes-là. La chanteuse qui a percé dans la country avant de passer à la pop a également travaillé avec Aaron Dessner, cofondateur et multi-instrumentiste du groupe de rock independent The National. Voilà, auteur Taylor Swift a une nouvelle fois coécrit tous les titres du disque comme elle avait fait pour la plupart des morceaux de ses albums précédents. Taylor Swift. Passons maintenant, comme c'est vendredi, respirons pourquoi pas un peu en musique, toujours en parlant musique, avec la toute dernière réalisation de l'enfant de Yopougon, l'artiste ivoirien Serge Beno qui nous chante Nkoitabala. C'est la Benomania. Nkoitabala. C'est Tichik la magie qui a fait le son. J'espère, Jacques, que tu pourras bien te rappeler de ce morceau pour un samedi soir confiné chez toi à la maison, pourquoi pas. Rappelle-toi bien de Nkoitabala. Voilà, Jacques, c'est tout ce que j'avais pour Culture Hebdo aujourd'hui. Bon week-end à vous et bon week-end à tous les téléspectateurs et les auditeurs de VOA Afrique. Merci bien, Roger Mountou. Effectivement, ça nous met dans l'ambiance. Ben oui. En tout cas, merci. Bon week-end à vous, Roger Mountou. À vendredi prochain. Merci. Et voilà. Et maintenant, du 7e art au Nigeria, pour ne pas dire Nollywood, l'industrie cinématographique nigériane est l'une des plus importantes au monde. Elle subit évidemment les effets de la pandémie de Covid-19, mais l'occasion également pour les jeunes cinéastes du pays de faire preuve d'une créativité débordante, comme nous allons le voir avec Ifyok Etang à Jos. Son reportage est relaté par John Linden. Les frères et sœurs de la comédie nigériane Ikorodu Boys se sont devenus viraux en juin pour leurs vidéos en ligne imitant les films hollywoodiens. La propre industrie cinématographique du Nigeria, Nollywood, a également dû faire preuve de créativité pour rester productive et en sécurité pendant la pandémie. L'acteur Bashir Dadzi pense par exemple que le coronavirus lui a coûté beaucoup de travail. This is my first set since this coronavirus started. C'est mon premier set depuis que cette pandémie a commencé et ce que je vis n'est pas une tâche facile. Nous allons juste apprendre à vivre avec le virus. La vie continue. Nous avons besoin de nous ajuster et de continuer. Car si vous dites qu'à cause de la peur du virus, vous ne viendrez pas sur le plateau, vous n'aurez rien d'autre à faire à part la réalisation de films. Nollywood produit la deuxième plus grande quantité de films au monde après Bollywood en Inde et emploie plus d'1 million de personnes. Mais le coronavirus a fermé les cinémas dans le monde et a forcé de nombreux cinéastes à retarder les productions. Récemment, il y a eu un débat sur ce qui allait se passer. Que sont censés faire les cinéastes? Et nous avons eu un échange un moment avant de monter sur le plateau. Vous devez tester vos acteurs et votre équipe. Vous devez les isoler dans un endroit particulier, peut-être 14 jours, avant de monter sur le plateau. Donc il y a eu beaucoup de pics dans le budget que les cinéastes dépensent normalement. Les coûts supplémentaires ont contraint certains réalisateurs de Nollywood à réduire la quantité de films. Mais le réalisateur en herbe William Chidoubé dit qu'il y voit une opportunité de travailler plus intelligemment. Nous pouvons toujours tous effectuer plusieurs tâches. Vous savez que nous pouvons faire beaucoup de choses. Surtout maintenant, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe d'avoir une grande équipe. Vous pouvez commencer à faire plus d'une chose. Vous savez que vous êtes fort et bon. Vous êtes bon en montage et bon en prise de vue, alors faites les deux.
Même si Nollywood a subi un coup dur du fait de la pandémie, les cinéastes nigérians sont convaincus qu'avec un traitement créatif, l'industrie se remettra. Cap maintenant sur le Cameroun pour aller à la rencontre de l'artiste Alioum Moussa qui peint pour lutter à sa manière contre le nouveau coronavirus. Il le fait à travers une série de tableaux intitulés Corona. Blanche Sanou nous en dit davantage. Dans son atelier à Yaoundé, Alioum Moussa, jeune artiste plasticien camerounais, s'interroge sur la fragilité des mondes en perte de repères face à un virus. Son combat, il le mène sur les réseaux sociaux à travers des posts suivis des textes alléchants et réconfortants pour booster le moral. Aussi, en tant qu'artiste, je me suis dit, on peut se laver les mains avec du savon et de l'eau coulante, mais il y a aussi les mentalités qu'il faut laver. Parce que si on n'a pas lavé les mentalités, le Covid-19 restera avec nous. L'extrême nord dont est originaire l'artiste de 43 ans n'est pas épargné par la pandémie. Un de ses tableaux, une dame portant un masque, symbolise la vulnérabilité de la femme en milieu rural dans cette région, une des plus pauvres du pays. Dans sa série, il veut également pousser plus loin la réflexion sur l'avenir du Cameroun. Presque chaque fois qu'il y a un fait d'actualité assez majeur, il essaye d'en parler à sa manière à travers ses créations artistiques et précisément concernant le Covid-19 ici émis. C'est un travail extrêmement intéressant qui va en droite ligne avec sa démarche artistique. Avec la pandémie, l'artiste a dû, pour des raisons financières, quitter un local de 400 mètres carrés pour un autre de 50 mètres carrés, devenu aussi son logement. Alioum Moussa ne cache pas qu'il doit mener de front sa carrière professionnelle d'origine par nécessité, car il ne parvient pas à survivre de ses compétences artistiques. Grâce à ses aptitudes en graphisme, il arrive à tenir le coup. Chaque fois que j'ai terminé une œuvre, j'ai sur mon smartphone, je fais des photos et je retouche des photos parce que j'ai une formation aussi de graphiste. Je retouche les photos sur Photoshop et après j'envoie et je publie donc accompagné toujours d'un message. Au Cameroun comme ailleurs, l'impact de l'épidémie sur l'art a été immédiat, violent et sévère. Pour Alioum Moussa, ces tableaux représentent surtout une lueur d'espoir pour le continent africain. Des amis à plumes pour clore ce journal avec des espèces d'oiseaux rares et en voie de disparition dans le parc ornithologique de Singapour. Depuis le début de l'année, plus d'une centaine de poussins ont éclos au Jurong Bird Park, dont une paire d'aras à front rouge, 3 cacatoès blancs et 3 cacatoès aux yeux bleus, des espèces très en danger. Les aras à front rouge, nés cette année, ont été les premiers nouveau-nés de leur espèce en 5 ans au parc. Sa population est estimée à moins de 275 oiseaux dans sa Bolivie natale, où ils sont menacés par la perte d'habitat et le braconnage. Lors d'une séance photo pour les médias, un cacatoès aux yeux bleus de 3 mois et un ara à front rouge de 4 mois se sont blottis l'un contre l'autre. Les deux poussins sont particulièrement proches car ils sont ensemble depuis leur éclosion, d'après les gardiens du parc. Les gardiens les nourrissent jusqu'à 7 fois par jour et les pèsent pour suivre leur évolution. Les espèces plus grandes, comme les aras, doivent être suivies de cette façon pendant 8 mois ou plus. Et voilà, en tout cas, certains diraient que c'est très mignon. C'est ici que nous allons refermer le monde aujourd'hui. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. C'est Salwa Jafari qui vous donne rendez-vous dès lundi, même heure, même endroit. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi, Jacques Aristide, pour vous souhaiter une très belle soirée et un très bon week-end sur VOA Afrique. Merci à mon ami et collègue Sims Loumami à la régie dans la capitale américaine. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Don't come my people, now you ready to ride?